Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invitée de cette semaine est diplômée d'un baccalauréat en kinésiologie et elle s'est spécialisée en complétant le DESS de kinésiologie clinique. Elle accompagne une clientèle particulière, les femmes, les personnes en rémission de cancer, les diabétiques et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire. Sur les médias sociaux, elle est mieux connue sous le nom de la Kin Clinique. Veuillez accueillir Caroline Venn. Caroline Venn, bienvenue au podcast Santé Sport. Allô Félix, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Tu te surnommes la Kin Clinique. Tu es kinésiologue spécialisé avec les maladies chroniques. On pourra en parler un peu plus en détail au courant du podcast. Mais entre autres, tu travailles avec les femmes enceintes ou postpartum, les personnes diabétiques, puis aussi des personnes en rémission de cancer. Mhm. Comment tu as axé cette... D'où t'es venu? On va commencer de même. D'où est venu ton intérêt pour une clientèle qu'on pourrait dire un peu vulnérable, beaucoup vulnérable? Ouais. Comment tu as décidé de prendre la kinésiologie axée plus vers une clientèle vulnérable? En fait, comment je me suis retrouvée à faire ça? Est-ce que tu veux que je fasse comme un peu mon parcours qui m'a mené à la kinésiologie ou... Tu peux y aller. Okay. Dans le fond, parce que ça a un peu un lien, dans le fond. Moi, j'ai toujours été très, très, très sportive. Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'équitation, du soccer, du ski, puis c'est des sports que, comme dans n'importe quel sport, on peut avoir des blessures. Puis en comme 2015, pendant que j'étais au cégep, je me suis blessée, je me suis déchiré mon ligament croisé antérieur, classique. Fille au soccer qui se blesse à ce ligament-là, qui se fait opérer. Puis cette opération-là, j'ai été chanceuse, j'ai pu aller au privé, fait que l'opération a eu lieu rapidement, mais c'est long, la réadaptation après, fait que ça a fait en sorte que j'ai pas pu faire de sport longtemps, puis vu que j'étais très sportive avant, ça a quand même beaucoup, beaucoup affecté ma santé mentale, dans le sens que, tu sais, quand on est très, très sportif, puis que là, du jour au lendemain, on peut plus tant faire de sport, t'as comme plus tant de... Les façons que tu utilisais avant pour gérer ton stress, ton énergie, les choses qui arrivent dans ta vie, là, tu l'as plus vraiment, fait que j'avais trouvé ça difficile, puis j'avais découvert la physio parce que j'ai fait de la physio pas mal, puis la kin en même temps, fait que je m'étais dit je vais aller en physio, finalement j'ai pas été pris, classique, j'étais allée en kin comme beaucoup font, fait que à partir de là je m'étais dit kin, moi j'ai un background de sport, kin ils font de l'entraînement et tout, fait que je vais aller en perfo, puis finalement il y a différentes possibilités de spécialisation, mettons en kin. La perfo, ça m'intéressait pas du tout. Finalement, j'ai fait le premier cours, puis j'étais comme, c'est perfo étant genre préparation physique, là. Performance. Ouais, performance physique. Là, on parle haut niveau, là. Ça peut être tu y vas au niveau où tu veux, mais tu sais, ça aurait pu être j'entraîne une équipe de hockey ou peu importe, là. OK, parfait. Ouais, c'est ça. Finalement, ça m'intéressait pas pantoute, mais pendant ma première année, ils nous montrent un petit peu c'est quoi les différentes avenues là, après avoir fait le bac. Puis, il y a une des profs qui parlait du DESS qu'elle avait fait qu'un diplôme au 2e cycle, avec, justement, en réadaptation avec les gens qui ont des maladies chroniques et tout. Je trouvais ça tellement intéressant. J'ai vraiment pogné la piqûre de comme tout ce qui est physiologie, tout ce que l'activité physique peut faire pour ta santé, pour ta qualité de vie, santé physique, mentale, pour tellement d'affaires que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien extraordinaire, il faut que j'apprenne là-dessus. Puis moi, j'aime ça, aider les gens, fait que je me disais, ça fit parfaitement dans le fond. Fait qu'après ça, de fil en aiguille, pendant mon bac, j'ai pris les cours qui se spécialisaient un petit peu plus en réadaptation. J'ai fait mon DESS, qui est comme un diplôme au 2e cycle, où on faisait des stages en réadaptation, en hôpital, en clinique externe, dans des cliniques multidisciplinaires. Puis après ça, dans mes stages, puis tout ça, là, je me suis spécialisée un peu en onco par hasard. Je voulais faire de la cardiologie.
finalement, les places en cardiologie, il n'y avait pas de place pour me prendre comme stagiaire. Puis je suis comme un peu tombée par hasard sur la place en onco, mais j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est comme un peu une affaire de destin, là. Je peux pas dire que c'était comme j'étais prédisposée de base à aller là-dedans, mais finalement, j'ai vraiment accroché, puis j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis pas réessayée pour aller en physio, là. Fait que c'est vraiment une affaire de... J'ai accroché sur quelque chose, j'ai vraiment aimé ça, puis plus je fouillais là-dessus, plus je trouvais ça intéressant. Fait que dans le fond, je me suis comme un peu développé une passion par la bande, là. J'ai vraiment l'impression... Aujourd'hui, là, j'ai vraiment beaucoup de questions, surtout en onco. Oui. Sa santé de la femme, diabétique. J'en ai des questions, là. Puis j'ai quand même été très choyé quand tu m'as écrit, parce que, pour vrai, pour tout le monde qui écoute, c'est Caroline qui m'a approché, c'est pas moi qui l'ai approché. Donc, c'est elle qui m'a approché en disant hey, si jamais tu veux parler de maladies chroniques, kiné avec un accès un peu plus chronique, let's go. Ben, let's go. Fait que Ben oui. il y a plusieurs questions. Un premier sujet que je voulais aborder avec toi, entre autres, ben, pas juste avec toi, avec quelqu'un spécialisé en conditionnement physique, en activité physique, kiné, mais axé plus sur la femme. OK? J'ai pas de sœur, j'ai une mère, c'est pas la plus sportive. J'ai côtoyé des athlètes féminines au courant de ma carrière d'athlète, mais je m'y connais zéro pinball. Je vais aller avec la première question, là, straight off the bat. Apprends-moi, est-ce que le cycle menstruel chez la femme affecte la performance à l'entraînement dans l'activité physique? Ben, écoute, je te dirais que c'est pas... moi, je fais pas de recherche et je n'ai pas voulu faire de recherche. C'est pour ça que j'ai choisi le DSS en kinésiologie clinique à l'Université Laval. C'était des stages et non un projet de recherche. Fait que moi, je me fie à qu'est-ce que j'ai vu dans mes études, à mes connaissances sur le cycle menstruel, sur la santé de la femme en général, puis sur les dernières données probantes. Puis là, ben, avant le podcast, j'ai essayé d'aller fouiller un petit peu, là, voir c'était quoi les données actuelles, là, les plus récentes à ce niveau-là. Puis ben franchement, la réponse, c'est que c'est pas très clair, dans le sens que les études sur la santé de la femme, ça s'en vient. On en a de plus en plus, mais on a beaucoup priorisé les hommes dans les études, mettons en sciences en général, parce qu'on disait que là, ben, au niveau de la femme, justement, fameux cycle menstruel, ça complique les résultats, puis on sait pas trop qu'est-ce qui est quoi, puis... Mais en même temps, ça fait en sorte qu'après ça, ben, les femmes, on sait pas réellement, est-ce que... Tu sais, moi, d'après moi, dans 10-15 ans, on va dire, ben oui, c'est évident que le cycle menstruel, ça affecte la performance, ou que ça affecte l'entraînement, puis que blablabla. Mais là, en ce moment, on commence tout juste à trouver des affaires, puis c'est pas super clair. Moi, je te dirais que au niveau des données, puis peut-être qu'il y a d'autres kinésiologues qui sont vraiment spécialisés là-dedans qui pourront nous écrire en commentaire pour dire ah oui, il y a plein de données, puis X, Y, Z, donnez-nous les infos, ça m'intéresse. Mais moi, de par mon expérience, de par mes connaissances, je te dirais que ça affecte, mais c'est très propre à chacun. Dans le sens que ça dépend. Est-ce que toi, pendant tes... Ben, puis là, je dis toi, c'est en général, mais est-ce que toi, pendant dans ton cycle menstruel, ton énergie fluctue? Est-ce que toi, lorsque justement tu es menstruée, est-ce que tu as beaucoup de pertes sanguines ou pas? Est-ce que tu as beaucoup de symptômes avant, après? Tu sais, chaque femme est différente. Fait que moi, ce que je fais le plus souvent, dans le fond, avec mes patientes, mes clientes, c'est vraiment de voir avec elles c'est quoi leurs symptômes, dans le fond, c'est quoi leur... Tu sais, d'apprendre à écouter son corps, puis ça, c'est quelque chose pour le cycle menstruel, mais juste en général aussi. Fait que, tu sais, moi, j'encourage tout le temps les gens à adapter leurs activités, tu sais, en fonction de comment ils se sentent puis comment que ça va. Après ça, faut... Tu sais, on a quand même mettons qu'on est dans un contexte plus de performance, ben on veut quand même performer, mais au final, si, mettons, moi, j'ai une cliente, elle me dit OK, ben je suis super régulière aux 4 semaines, moi, je suis menstruée aux 28 jours, pendant 5 jours, ben on peut s'arranger pour que la semaine où elle est menstruée, justement, ben son niveau d'entraînement, si elle est super fatiguée, il soit peut-être un petit peu moins cette semaine-là pour qu'après ça, on reparte en force une fois que les menstruations sont terminées ou peu importe. Parce que il y en a que ça va affecter leur niveau d'énergie, il y en a que ça va causer des douleurs parce que l'utérus va venir à gonfler comme avant les menstruations et tout. Fait que c'est vraiment propre à chacun, mais je suis certaine que ça a un impact.
Mais c'est pas encore démontré très, très clairement, dans le fond. OK. Puis là, fait que vraiment écouter son corps. Puis effectivement, c'est bon pour tout le monde, ça. Il n'y a Ouais. pas. Parce que, tu sais, je peux pas dire... tu sais, j'ai pas trouvé encore d'études ou de méta-analyse qui est comme un ramassis une analyse de plusieurs analyses. C'est comme dans les meilleures ressources, là, les méta-analyses, puis tout ça. Ils font comme le tour de toutes les études, puis ils disent, bon, ben voici, c'est quoi la moyenne des résultats. Mais j'ai pas trouvé encore de choses qui disent clairement, OK, ben quand on est dans la phase de folliculaire, ben la performance est meilleure ou moins bonne ou whatever, tu sais, comme, je peux pas dire. En même temps, après ça, de toute façon, mettons qu'on est dans un contexte de compétition, ben, tu sais, on peut considérer le placement des compétitions, mais jusqu'à un certain point, tu sais, les mondiaux, ils sont là, puis que ton cycle, ça fit avec ton cycle ou pas, ils sont là pareil. Fait qu'après ça, on peut peut-être ajuster l'entraînement en conséquent, mais c'est ça, là. Quand je faisais le tour de ton site web, il y avait le sujet des femmes enceintes. Mm-hmm. Tu peux t'entraîner quand tu es enceinte? Oui, il faut que tu t'entraînes. Ben, en fait, écoute, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est vraiment correct, mais c'est vraiment très, très, très recommandé de s'entraîner pendant qu'on est enceinte. Autant pour la santé de la femme que pour la santé du bébé, en fait, là. Ah ouais? Puis pour avoir un accouchement qui est un petit peu plus fluide, est-ce que ça empêche toute possibilité de complications? Pas du tout, mais ça les prévient. Puis après ça, si tu t'es entraîné le plus longtemps que tu pouvais, avant l'accouchement, ben, ta récupération va aussi mieux se faire, comme pour n'importe quelle, j'allais dire n'importe quelle opération, mais c'est sûr que plus tu es en forme avant une blessure ou une chirurgie ou peu importe, ben après, ça va aller mieux pour t'en remettre. Il y a des choses à considérer après ça, c'est sûr, mais non, c'est super important de s'entraîner pendant la grossesse, il faut. Pourquoi c'est quoi les bienfaits pour le bébé? Ça va assurer que dans le fond, il y ait accès à plus que son poids soit plus stable, qu'il y ait moins Pendant la de plus grossesse? gros bébés, là, dans le fond, ouais, pendant la grossesse. Donc, ça peut faire en sorte que c'est plus facile lors de l'accouchement parce que ben, maman va bouger, donc va dépenser des calories et tout. Puis, ça peut faire en sorte qu'il y a moins de risques qu'il y ait un diabète plus tard, qu'il y ait moins de risques de développer qu'il y ait une meilleure croissance. Je pense que ça peut possiblement aider aussi au niveau du développement du système nerveux, mais je dis ça sous toute réserve, là. J'ai comme vu ça à quelque part, mais je don't quote me on that. Il y a un bon livre. C'est Why We Sleep. OK? C'est un docteur là, je vais devoir utiliser Google. Je pense que c'est la première fois que je fais pendant un épisode. Parce que j'ai oublié son nom, malheureusement. Matthew Walker, qui est, si je ne me trompe pas, là, est à l'université du UCLA. Ils ont vraiment comme un laboratoire sur le sommeil. Puis dans son livre, il explique pourquoi qu'un fœtus, quand il arrive au 3e trimestre, il dort énormément en profond, là, peut-être, là, quotez-moi pas exactement. Puis c'est à ce moment-là que les connexions cérébrales se font. Fait qu'un bébé, dans le 3e trimestre, il dort énormément. Donc, c'est sûr que si ça bouge, il y a beaucoup de mouvements, ben, peut-être que ça libère l'endorphine et tout qui permet à créer ces connexions-là par la suite. Ouais, peut-être, c'est ça. Des hypothèses, hein. Non, exactement. On est dans le monde des hypothèses, là. Faites pas... lancez-nous pas des roches. On n'en fera pas la science à soir. Non, exactement. Mais je sais que définitivement, là, ça peut aider au développement du bébé, à la santé du bébé pendant la grossesse, après la grossesse aussi, s'assurer qu'il y ait le plus de nutriments possible parce que la circulation se fait mieux pendant la grossesse et tout. Fait que ça, c'est sûr. Puis la maman est plus en santé. Fait que c'est sûr qu'après ça, si maman est en santé, ça aide à avoir un fœtus et un éventuel bébé en santé, là. Puis là, comment on s'entraîne quand on est enceinte? J'imagine que tu fais pas des jumping jacks puis du saut à corde à profusion? Ben écoute, ça dépend, t'es rendu où dans ta grossesse. Ça dépend de qu'est-ce que tu faisais avant ta grossesse aussi. Tu sais, si t'étais déjà une coureuse, tu peux continuer de courir pendant la grossesse. Mais il faut que tu cours, faut que tu diminues ton intensité. Ça, c'est la première chose. Peu importe que ce soit de la course ou du crossfit ou whatever. Je vois des fois,
ça me chicote un peu, là. Je vois des fois des vidéos, puis ça se veut inspirational, mais moi, ça me chicote parce que, tu sais, des vidéos des femmes qui sont comme très enceintes puis qui font de l'athlétisme, mettons, là. Mais là, c'est que l'affaire, c'est qu'on n'a pas démontré clairement qu'il n'y avait pas de danger pour la santé du bébé quand on faisait de la haute intensité. Parce que quand tu fais de la haute intensité, toutes tes ressources vont à ton corps, à toi. Donc, est-ce que ça veut dire que possiblement, il y a moins de ressources qui vont au bébé pendant ce temps-là? On sait pas. Puis, peut-être que ça a été testé depuis que j'ai fait mes études et que je ne suis pas à jour, mais à ma connaissance, ça n'a pas été testé. Puis, au niveau éthique, je pense pas que c'est quelque chose qui peut se faire tant que ça. De dire, ah, mais on va voir. Ton bébé, va-tu bien aller après? Je suis pas sûre que ça va passer. Fait que c'est ça. Niveau intensité, niveau durée d'effort aussi, tu sais, quand on est enceinte, c'est pas le temps d'aller faire de l'ultra-trail, mettons. Mais tu peux continuer à courir, par contre. Il faut juste que tu t'assures d'être capable de parler, fait que de rester dans la fameuse zone 2 pendant que tu cours. Mais sinon, ça va dépendre de ton trimestre, dans le fond. Si tu es dans le premier trimestre, règle générale, t'es pas... Je veux dire, t'as pas un ventre qui est très gros, t'as pas énormément de limitations. La seule chose qui peut te limiter, qui est souvent plus présente pendant le premier trimestre, c'est les fameux symptômes, là, genre nausées, fatigue, qui sont très, très, très souvent présents. Fait que là, ça, il faut comme adapter l'activité en fonction de ces symptômes-là. Puis en même temps, de bouger plus régulièrement, ça peut aider à les gérer, ces symptômes-là, mais faut le faire comme il faut. Mais outre ça, il n'y a pas de... on s'entraîne comme on fait normalement. Moi, j'utilise cette phase-là pour aller travailler les muscles profonds au niveau des abdominaux pour limiter le plus possible ce qu'on appelle la diastase abdominale, parce que, tu sais, quand on est enceinte, le ventre, il va grossir. Puis tes abdominaux, bon, mettons, t'as ta palette de chocolat, là, ton six-pack. Ben là, ce six-pack-là, tu sais, il y a comme des limites à quel point il peut s'étirer. Puis ils sont rattachés au centre, tes abdos, par ce qu'on appelle la ligne blanche, qui est comme un genre de ligament, un genre de tissu conjonctif. Puis, ben, à force d'être étiré, à un moment donné, ça va se séparer, dans le fond. Les abdos, ils vont se séparer. Il va y avoir un trou, entre guillemets, entre les deux. Il n'y a rien de dangereux là-dedans, puis c'est pas mal certain que ça va arriver à toutes les femmes, mais le fait d'entraîner le transverse, ça limite un peu cette diastase-là, puis ça fait en sorte que post-partum, c'est plus facile de faire la réadaptation aussi. Fait que je vais comme préparer le corps un peu à ce que la grossesse peut apporter. Fait que, tu sais, on en renforce les muscles stabilisateurs, on peut travailler en force, on peut faire les entraînements comme on ferait normalement, il n'y a pas de problème. Après ça, ben là, on arrive au deuxième trimestre. Souvent, le pire des symptômes, genre nausées puis tout ça, sont un peu passés. On en a moins. La majorité chaque grossesse est différente, mais la majorité du temps, là, les symptômes sont presque plus là, ça va bien, on a retrouvé de l'énergie et tout. Fait que là, on peut continuer de s'entraîner, mais on va commencer à adapter la charge d'entraînement, l'intensité et tout, parce que la bédaine commence à grossir un peu. La bédaine commence à grossir un peu, ça veut dire que tu as un peu moins d'espace pour que ton diaphragme, il bouge. Parce que ton diaphragme, dans le fond, il est en bas de ta cage thoracique. C'est un muscle qui est à l'horizontale. Puis pour qu'il contracte, pour que tu inspires, il va se baisser. Pour laisser de la place pour que tes poumons ils grossissent, puis qu'il y a de l'air qui rentre dedans, puis après ça, il va se relâcher, l'air, il va ressortir. Mais là, ce qui arrive, c'est que si tu as un bébé en dessous du diaphragme, tu peux pas baisser tant que ça ton diaphragme. Fait que ça fait en sorte qu'on est un petit peu plus essoufflé. Fait que pour les femmes qui nous écoutent, qui sont enceintes, puis qui se demandent pourquoi elles sont essoufflées, puis qui sont pas en forme, possible que vous soyez sédentaire. Je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est normal que vous soyez essoufflé pendant la grossesse. C'est à cause de ça, dans le fond. Fait qu'on adapte, on s'assure que, tu sais, on se sent toujours bien dans les entraînements. Il y en a que des fois, ils vont commencer à être inconfortables quand ils font des entraînements sur le dos parce que ça met de la pression sur la veine cave, qui est comme une des veines dans le dos, mais dans le fond, ça fait en sorte que le sang revient moins bien. Fait qu'on se sent un petit peu étourdi. Fait que dans ce temps-là, ben, on fait juste plus d'exercice sur le dos. Dans le fond, c'est pas compliqué, mais il faut s'écouter. Puis chaque femme est différente, chaque grossesse est différente aussi. Puis après ça, ben là, on arrive au 3e trimestre. C'est souvent là que les femmes, ils vont rencontrer la physio-périnéale. Des fois, ils vont l'avoir rencontrée avant, mais souvent, c'est dans le 3e trimestre. Moi, j'oblige
entre guillemets, là, et après ça, ils font qu'est-ce qu'elles veulent, mais j'oblige pas mal toutes mes clientes là, à aller voir en physio-périnéale avant et après l'accouchement. Comme ça, on s'assure d'avoir des exercices pour se préparer à l'accouchement. On va avoir besoin de faire des étirements, des massages du plancher pelvien pour que l'accouchement se fasse de la façon le plus smooth possible, que ça soit fait par voie vaginale ou que ça soit césarienne. Au final, tu vas être le plus prête possible. Puis c'est ça, mais on va peut-être faire un petit peu plus d'exercices de gestion de douleur, possiblement, parce que là, le ventre commence à être pas mal gros, on commence à avoir un peu plus de poids, fait que ça commence à être un petit peu plus difficile. Tu sais, c'est quand même un gain de poids assez important sur genre 9 mois, là, une grossesse, là. Le corps s'adapte, mais des fois, c'est un petit peu plus difficile. Des fois, on va avoir des problèmes de sciatique, des fois, ça peut être bien des affaires, mais avec certains exercices, ça va pouvoir les aider. Puis comme ça, on s'assure qu'elles restent actives le plus longtemps possible. Puis un peu avant le moment où la femme elle est due pour accoucher, je vais toujours lui donner mes recommandations pour une fois qu'elle va avoir accouché, qu'est-ce que je lui recommande pour les jours suivants, pour les semaines suivantes et tout. Puis je demeure toujours disponible, évidemment, mais c'est ça. Niveau contre-indication, je trouvais ça important d'en glisser un mot parce que je dis que c'est merveilleux puis que c'est important, c'est vrai, mais il y a certains cas rares qu'on veut pas que la femme bouge pendant ce temps-là. S'il y a des saignements vaginaux, c'est pas recommandé de s'entraîner. On parle avec son équipe traitante, sa médecin, son infirmière, sa sage-femme, peu importe qui s'occupe de votre cas, mais pas recommandé de faire de l'effort. Si on a de la pré-éclampsie, qui est comme un problème d'hypertension pendant la grossesse, c'est quand même assez dangereux. Là, dans ce temps-là, quand on commence à avoir une haute pression pendant la grossesse, on est alité, on fait rien, puis on attend. C'est ça qui est recommandé. Ou sinon, si on a un diabète de grossesse puis qui n'est pas contrôlé, faut faire attention. Il faut essayer de s'assurer qu'on est capable de le contrôler. Sinon, c'est sûr et certain que c'est pas recommandé de faire des sports d'impact, genre rugby, équitation, qui a quand même un bon risque de chute, le ski. Même si on est très bon, des fois, il y a des gens qui peuvent nous rentrer dedans par accident, tu sais. J'avais cette question-là au niveau je pense au vélo. Ouais. C'est des sports, ski, ça peut être des sports à haute vitesse. Ouais. Il y a quand même certains risques. Est-ce qu'il y a à partir d'un certain trimestre ou dès le début que c'est comme... C'est pas mal dès le début, mais tu sais, moi, j'ai grandi dans le monde de l'équitation. Je connais des filles qui ont monté à cheval jusqu'à très tard dans la grossesse, puis je connais des filles qui ont arrêté de monter à cheval dès qu'elles ont appris leur grossesse. Fait que moi, ce que je dis toujours, c'est toi qui sais le mieux qu'est-ce qui est important pour toi. Moi, je te donne la recommandation. Tu fais ce que tu veux avec ça après. Moi, j'ai pas de jugement pour les filles qui veulent continuer à monter à cheval ou qui veulent continuer à faire du ski après. Faut juste que tu sois conscient que c'est pas recommandé. Fait qu'un moindrement, tu sais, mettons, si tu t'en vas faire du vélo, va peut-être juste faire du vélo, genre de plaisance. Là. Va-t'en pas faire du gros wattage, mettons. Là. C'est peut-être pas une super bonne idée. S'il arrive quelque chose, puis que là, tu tombes, mais ça, tu sais, toi, tu vas te blesser gravement, mais en plus, tu vas regretter parce que là, au niveau de la grossesse, ça apporte un risque vraiment important. Fait que c'est pas, tu sais, c'est une période de 9 mois. C'est comme pour la performance. Là. C'est une période de 9 mois. C'est pas le temps de faire de la performance. C'est un 9 mois où tu pourras pas faire ces sports-là, mais tu vas pouvoir les refaire plus tard, dans le fond. Là. Fait que c'est pas vraiment recommandé. Mais après ça, moi, c'est comme une fois que les mamans sont mamans, là, c'est toi qui sais qu'est-ce qui est le mieux pour toi, là. T'sais, les filles qui montent à cheval, elles se connaissent bien. T'sais, si elles sentent qu'elles commencent à se sentir plus à l'aise de monter à cheval parce qu'elles ont peur de tomber ou peu importe, ben, c'est signe qu'il faut que t'arrêtes, dans le fond, là, après ça. J'ai une collègue qui a monté à cheval, justement, d'équitation. Puis, elle arrivait vers la fin de sa grossesse, on lui a demandé tu dois t'ennuyer de monter à cheval. Elle a dit j'ai arrêté de monter à cheval quand ma bedaine ne rentrait plus dans le ciel. Ben, tu vois, il y a une fille avec qui j'ai monté à cheval, elle a monté à cheval jusqu'à la dernière minute, là, fait que, tu sais, après ça, ben, elle marchait, là, à la fin, elle faisait juste marcher avec son cheval, puis, tu sais, dans un contexte où elle se sentait super sécure, tu sais, il faut être intelligent, là, mais après ça, c'est sûr qu'il y a toujours un niveau de risque, mais en même temps, il y a un niveau de risque chez vous aussi, tu sais, tu pourrais glisser dans les escaliers, puis, écoute, exact. Tu choisis ton risque, mais bref, fait que c'est ça. Haute intensité, très longue durée, j'en ai parlé, mais sinon, autrement, c'est super important de bouger, il faut bouger, puis on s'écoute, puis on s'entoure de professionnels, dans le fond. Là. Tu as parlé du 3e trimestre, que c'était plus des étirements. C'est quoi les mouvements, les exercices que tu fais en 3e trimestre? Tu sais,
Les blondes à mes amis que j'ai croisées qui étaient au 3e trimestre, il y en a une, c'était rendu une balloune. Là. C'était un ballon, oui. C'était un ballon suisse. Là. Oui, oui. C'est quoi Ben, les écoute, exercices que vous pouvez faire en ben, 3e trimestre? on peut continuer à faire les mêmes exercices qu'on faisait avant. C'est juste qu'on va les adapter. Fait que, mettons, au lieu de faire un squat, ben, peut-être que, genre, on va juste se lever de la chaise ou on va se tenir sur le bord du comptoir puis on va faire un genre de quart de squat. Puis, mettons, au lieu de faire un push-up au sol sur les genoux, ben, de toute façon, push-up sur les genoux, tu vas arriver pour descendre, ta bédaine va à côté par terre, ça marchera pas. Mais, tu sais, ça se peut qu'on fasse un push-up, je sais pas, sur les genoux, mais appuyé sur la chaise. Ou, tu sais, des exercices comme ça. Mettons une planche, au lieu d'être une planche au sol, ça peut être juste de faire à 4 pattes. Ou, tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent s'adapter. Puis, encore une fois, ça va être vraiment personnalisé au niveau de conditions physiques de la femme, à comment elle tolère les certaines positions, comment elle a évolué pendant sa grossesse aussi. Fait que, tu sais, tous les exercices peuvent se faire, c'est juste qu'on va les adapter. Puis, au niveau des étirements, ben, tu sais, je veux dire, à 4 pattes, le dos creux, le dos rond, ça peut encore se faire. Des rotations thoraciques, tu sais, là, vous me voyez, pour ceux qui sont à l'audio, ils me voient pas, mais assis, tu sais, on tourne les épaules, tu peux quand même encore faire ça. Tu vas peut-être juste aller moins loin. Mais tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se faire encore. Tu peux faire de l'automassage, tu peux faire plein d'affaires, mais il faut juste s'adapter, dans le fond. Fait que, tu sais, la grossesse, c'est une période où, que je dis à mes clientes, c'est comme une des seules périodes de ta vie où la progression, au lieu d'aller vers le haut, on va une progression vers le bas. On va des exercices de plus en plus faciles, mais toi, tu vas sentir que ça travaille toujours autant. Là, tous les exercices que tu as nommés, c'est tous des exercices bodyweight. Est-ce que la résistance, là, que ce soit avec des élastiques ou des poids en 3e trimestre, ça se fait encore ou il y en a un peu moins? Oui, on peut en faire. C'est pas du tout contre-indiqué, il n'y a pas de problème. C'est juste des exercices que je donne souvent parce que moi, je fais beaucoup d'entraînement à la maison. Fait que les femmes, elles n'ont pas toujours accès à un gros stock de gym. Mais j'ai déjà eu une cliente qui s'entraînait au gym, puis vers la fin, elle s'entraînait plus à la maison. Mais tu sais, on utilisait des élastiques, peu importe, il n'y a pas de problème. C'est super important même de travailler, que ce soit bodyweight ou que ce soit avec des élastiques ou des poids. C'est super important de travailler ta musculation jusqu'à la fin de ta grossesse parce que justement, il faut que ton corps continue de supporter ton poids. Le poids de la bédaine pour éviter que tu aies des problèmes de sciatique, que tu aies des problèmes de bassin, la symphyse pubienne. En tout cas, il y a toutes sortes de choses. Ça va éviter beaucoup de problèmes de douleur et de blessures. Fait que super important, mais il n'y a pas de contre-indication du tout à utiliser des poids ou peu importe. Après ça, peut-être pas le temps de faire le gros deadlift de la fin du monde, mais de toute façon, tu pourras pas le lever. Fait que Puis, tantôt, juste avant de transitionner vers le postpartum, tantôt, tu avais mentionné qu'au niveau de la physio périnatale, si je me trompe pas. Périnéal. Périnéal, t'es pas physio, t'es kiné. En quoi ça vient et ça facilite l'accouchement, mais est-ce que ça vient aider? C'est un complément de ton travail? Oui, ben j'en fais un peu indirectement là, de la réadaptation périnéale, dans le sens que le plancher pelvien, c'est un muscle. Puis, tu sais, au niveau, ce qui est réadaptation périnéale, ils ne travaillent pas que le plancher pelvien. Là. Ils vont aller voir, c'est tout ce qui est autour de la ceinture pelvienne, qui est comme le bassin, dans le fond. Fait que, tu sais, tout ce qui est abdos, fessiers, l'intérieur des cuisses, la stabilité, tu sais, tout ça, ça peut être travaillé en physio-périnéale. Fait que j'en fais un peu de par mon expertise, mais j'ai pas la compétence pour aller évaluer ton plancher pelvien, dans le fond. J'ai des hypothèses, dépendamment des symptômes que tu as, de c'est quoi que tu aurais besoin, mais je les envoie quand même toujours en physio-périnéale. À un moment donné, il faut respecter les limites de nos champs d'expertise, puis je travaille beaucoup en équipe avec eux autres. Puis souvent, en physio-périnéale, je veux dire, tu as un rendez-vous avant l'accouchement, elle va t'évaluer, elle va te donner les exercices, ses recommandations en fonction de qu'est-ce que toi, tu as besoin. Puis après ça, ben, tu la revois quelques semaines après avoir accouché. Puis si tu as besoin, tu la revois, mais bien souvent, si tout va bien, tu la vois peut-être une fois avant, une fois après, puis c'est tout. Là. Les autres, ils vont pas te voir pour le plaisir de te voir. Là. C'est pas un abonnement au gym ou peu importe. Là. Fait que, oui, moi, ça, c'est tous des muscles là, au final. Fait que ça se complète, mais c'est plus compliqué que faire juste on appelle ça des Kegels. Là. C'est des exercices tu contractes pendant quelques secondes, tu relâches, tu recontractes pendant quelques secondes et tout. Ben, oui, tu veux renforcer ton plancher pelvien pour qu'il supporte le poids du bébé, mais tu veux aussi pouvoir l'étirer, le masser, le détendre parce qu'au final, pour que le bébé puisse bien passer par les voies basses, ben, je veux dire, il faut que ça puisse s'étirer, là.
si c'est trop tendu puis qu'il n'y a aucune capacité de relâchement, ben on se met quand même assez à risque de faire des déchirures. Là. Ça, c'est moins plaisant, mettons. OK. Le bébé est venu au monde, postpartum. C'est quoi une des premières questions que j'avais, c'était après combien de temps on peut reprendre l'entraînement? Ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par entraînement. Activité physique? Tu peux bouger, tu peux faire plein de choses dès le début. En fait, même c'est recommandé. Mais après ça, c'est sûr que, en fait, que tu aies accouché par voie vaginale, par voie basse ou par césarienne, les recommandations sont sensiblement les mêmes. Évidemment, c'est sûr que si tu as eu un accouchement avec beaucoup de complications, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, que ça soit un peu plus long avant que tu puisses te sentir à l'aise de recommencer à faire des contractions, à recommencer à marcher, recommencer à peu importe. Mais je te dirais que règle générale, là, à partir des premières journées, tu peux déjà commencer à faire juste des petits contracts-relâches de ton plancher pelvien, de ton muscle transverse, de tes abdominaux, faire des exercices de respiration pour comme regagner la mobilité au niveau de ton dos, pour éviter qu'il y ait des adhésions au niveau de ton des cicatrices du plancher pelvien, au niveau vaginal, au niveau césarienne aussi. Faire de la marche, c'est super important pour regagner nos capacités le plus rapidement possible. Mais je mets un bémol sur la marche. On va prioriser la fréquence avant la durée. Fait que tu peux aller prendre, je sais pas, quand tu te sens à l'aise, tu peux aller prendre, je sais pas, 2 à 3 marches de 5 minutes. Là, je dis ça au hasard, hein, et consulter quelqu'un pour vous assurer que vous faites la bonne chose. Mais mettons qu'on y va au pif, là, 3 fois 5 minutes dans ta journée, plutôt que d'aller marcher 1 fois 30 minutes à tous les jours, mettons. Parce que ça a l'air de rien. Tu sais, 30 minutes de marche, on se dit, ah, facile, mais tu sais, une fois que, tu sais, l'accouchement, c'est une blessure, c'est un trauma sur le corps, peu importe comment t'as accouché. Fait qu'il faut que tu le traites comme tel. Quand on vient de se virer une cheville, on s'en va pas marcher pendant une demi-heure. On reprend ça tranquillement, mais c'est le même principe. Puis si on se met à avoir des symptômes, genre une lourdeur, une douleur, à la cicatrice, de la chaleur, des saignements, peu importe, ben c'est signe qu'on va trop vite, dans le fond. Écoutez ça encore une fois. Oui, c'est ça, exactement. Fait que les 2 premières semaines, on y va tranquillement. Puis souvent, niveau sommeil, là, ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile aussi. Fait que ça, c'est aussi à prendre en considération. Les semaines 3, 4, on peut commencer à faire de la réadaptation tranquillement au niveau du plancher pelvien, du transverse. On reprend tranquillement des exercices, mais le moins de charge possible. L'idée, c'est juste de se remettre dans le bain un petit peu. On est vraiment dans le mode réadaptation. Puis souvent, il y a le fameux hockey du médecin à la semaine 6, qu'il y a 6 semaines post-accouchement. Il y a un rendez-vous avec le médecin pour voir, bon, est-ce que tout a bien cicatrisé? Est-ce que la récupération physique semble optimale? Puis là, ben, il va dire oui ou non, c'est OK, tu peux reprendre tes activités. Puis souvent, à tort, on va penser que, dans le fond, ce OK-là, ça veut dire que je peux reprendre le CrossFit, je peux reprendre la course, whatever, mais c'est absolument faux. Il faut pas faire ça. Ça veut dire qu'on peut reprendre graduellement nos activités. C'est excellent si on a le OK du médecin. Mais il faut y aller tranquillement. Moi, j'ai donné du cardio-poussette avec cardio plein air pendant longtemps. Puis toutes les filles, je faisais le tour au début de la session pour leur dire, t'as-tu vu physio-périnéale? Oui, non. Ou ça s'en vient. Puis si elles l'avaient pas vu encore, je le recommandais fortement. Puis je leur disais, après ça, elles font qu'est-ce qu'elles veulent. C'est des adultes, mais je disais, pas de saut. Puis tu sais, les exercices, tu vas pas trop vite, tu vas pas trop loin. Tu sais, on dose tranquillement, surtout dépendamment des semaines où elles étaient rendues. Fait que, tu sais, normalement, là, pour une blessure, puis pour une chirurgie ou peu importe, on parle d'un 4 à 6 semaines minimum, là, avant de reprendre les activités. Si tu as été blessé pendant 4 à 6 semaines, tu recommences pas à courir 30 minutes du jour au lendemain, là, tu reprends tranquillement. Puis même la course, c'est à partir de 12 semaines là, qu'on peut reprendre tranquillement le sport. Fait que, tu sais, l'entraînement, tu peux recommencer tranquillement à partir de la semaine 6 si tu as le OK. Mais tu sais, c'est tranquillement. Puis après ça, à partir de la semaine 12, ben là, normalement, si tout a bien été, qu'on n'a pas eu de complications, qu'on a repris nos activités dès le début, ben tu sais, rendu à 3 mois postpartum, normalement, là, on peut reprendre nos activités quand même normales. Mais c'est ça, encore une fois, là, ça dépend de chaque personne. Là, ça dépend si le bébé fait ses nuits.
si on allait, est-ce qu'on a assez d'apport en calories, peu importe. Fait en tout cas, ça peut être bien compliqué, mais règle générale, là, les recommandations de base, c'est ça. Je me dis que les clientes qui consultent déjà un kiné avant de tomber enceinte vont principalement continuer à être suivies pendant qu'ils sont enceintes et en postpartum. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des clientes qui n'étaient pas suivies par un kiné du tout, que finalement, ils croisent peut-être la physio en périnéale juste avant l'accouchement parce que quelqu'un y avait dit d'aller là, puis que là, finalement, le deuxième rendez-vous post-accouchement, le deuxième rendez-vous en physio, mais le premier post-périnéal, la physio détecte quelque chose et elle dit ça serait peut-être bon d'aller voir un ou une kiné spécialisée là-dedans. Est-ce que tu as une certaine clientèle qui arrive postpartum, qui commence avec toi? Ça m'arrive. Souvent, c'est justement des références de d'autres professionnels qui disent « Ah, ben, tu sais, il faudrait que tu ailles voir une kin. » Mais, tu sais, encore une fois, il faut que le professionnel connaisse une kin qui est spécialisée en réadaptation postpartum. C'est pas nécessairement tous les kinésiologues qui sont spécialisés là-dedans, mais après ça, on peut toujours se former, puis on peut toujours se poser des questions entre nous, mais j'en ai. J'ai malheureusement beaucoup de clientes, je vais dire plus âgées, mais elles sont pas vieilles, là. C'est juste que, mettons, rendues à fin trentaine, quarantaine, cinquantaine, whatever, elles ont eu des enfants, mais n'ont jamais fait de réadaptation périnéale. Ben là, ça, c'est à prendre en considération. Ça fait partie de mon questionnaire quand j'ai des femmes qui viennent me voir pour... souvent, il y a des petits bobos là, qui sont associés à ça, au fait qu'on n'a pas réappris à contracter nos abdos comme il faut, contracter notre plancher pelvien comme il faut et tout. Fait que des fois, ça va m'arriver de référer en physio-périnéale vraiment plus tard. Ou des fois, ben, tu sais, physio-périnéale, c'est pas juste autour de l'accouchement non plus, là. Ça peut être pour d'autres choses, mais oui, ça arrive. Mais souvent, malheureusement, plus souvent qu'autrement, c'est des cas de ça fait vraiment longtemps que j'ai accouché puis que je traîne des problèmes genre des fuites urinaires que on pense que c'est normal, mais en fait, c'est pas normal, là. D'uriner quand on éternue, là, c'est pas normal. Il y en a beaucoup, mais c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose à travailler là-dedans. Je vais garder ton adresse courriel, la référence. Puis, est-ce qu'il y a des études ou des méta-analyses où tu as pu remarquer une femme qui s'entraîne avant, pendant et après? Est-ce que le rétablissement à la normale est un petit peu plus rapide post-accouchement? Je peux pas donner de chiffres exacts, mais oui, définitivement, ça a été démontré que ça aidait à la récupération postpartum. Le fait d'avoir été active, on va dire avant, pendant, après, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça a été démontré la même chose pour tout ce qui est blessure, pour tout ce qui est opération, pour tout ce qui est même aussi onco, peu importe. Être actif, ça nous aide énormément à récupérer des choses qui peuvent nous arriver là, au niveau physique et mental. Là. Fait que ça, c'est clair, net et précis. Mais tu sais, si une femme était sédentaire, moi, j'en ai eu des clientes là, qui étaient sédentaires-ish, puis qui ont commencé à me suivre parce que elle voulait se mettre en forme, puis en même temps, par la bande, avait un projet bébé éventuel. Ça a donné que j'ai commencé à les entraîner. La fille m'annonce qu'elle est tombée enceinte. Ben cool, super, félicitations. Puis après ça, moi, je la suis au travers de sa grossesse. Puis là, des fois, ça arrive une deuxième, une troisième grossesse, whatever, mais c'est ça. Fait que peu importe, même si t'étais pas active avant, il est jamais trop tard pour commencer, mais définitivement, ça fait une différence. Ça, c'est clair, net et précis. T'as abordé le sujet un peu précédemment. Les femmes qui arrivent à un certain âge, il y a la ménopause aussi qui s'en vient. Qui s'en vient ou qui arrive ou qui est là. Oui. Ça impacte-tu l'activité physique ou c'est juste une histoire d'âge? Non, ça impacte définitivement. Puis je te dirais que c'est pas tant la ménopause, c'est plus la préménopause qui arrive comme un 10 à 15 ans. Normalement, là, l'âge moyen où les femmes sont ménopausées, c'est 52. Mais tu peux commencer à être préménopausée 10 à 15 ans avant.
Ça veut dire qu'à partir de genre fin trentaine, début quarantaine, il y a beaucoup de femmes qui se ramassent avec toutes sortes de symptômes qu'elles n'avaient pas avant. Puis là, elles pensent que c'est à cause de l'âge, à cause du stress du travail, à cause de la charge mentale, de whatever. Puis c'est pas pour invalider ces points-là. Effectivement, normalement, à la quarantaine, on est assez bien placé au niveau du travail, on a des responsabilités, tout ça existe, mais les hormones jouent aussi un rôle là-dedans. Ça fait en sorte que on peut avoir des drôles de douleurs qu'on ne peut pas vraiment s'expliquer au niveau des articulations. Des fois, ça part aussi vite que c'est arrivé, mais des fois, ça reste. On ne comprend pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est-tu de l'inflammation? C'est-tu des blessures? On se pose plein de questions. On se fait dire que c'est à cause du poids, il faut perdre du poids. Ça n'a pas rapport, mais malheureusement, c'est souvent des choses qui arrivent dans les problèmes de douleur chez les femmes. Peut avoir des gros problèmes de sommeil. Puis souvent, on pense que c'est juste les grosses sautes d'humeur puis les chaleurs, là, les problèmes de préménopause, mais le sommeil, puis l'énergie, puis les douleurs, c'est un gros facteur qui peut vraiment impacter la vie des femmes. Fait que de par l'expérience que j'ai, je suis de plus en plus alerte à ce genre de choses-là. Fait que j'en parle avec mes patients, puis je les réfère à soit infirmières, gynécologues, médecins, whatever, pour juste avoir un suivi à ce niveau-là. Est-ce que c'est nécessaire de prendre des hormones? Peut-être pas, mais au moins tu vas être prise en charge pour faire en sorte que tes symptômes de préménopause soient le moins impactants possible, parce que c'est sûr que si t'as mal partout, tu dors pas bien, t'es tout le temps de mauvaise humeur, là j'exagère, là, il va vraiment dans l'extrême, mais t'auras-tu vraiment envie d'aller t'entraîner? Tu sais, pas tant que ça, là, tu sais, ça affecte quand même ta volonté à bouger, ta capacité à bouger. On a le fait qu'il y a moins d'estrogène. Dans le fond, c'est ça, là, la ménopause, c'est qu'on produit moins d'estrogène. Puis une fois que ça fait 1 an qu'on n'est plus menstrué, ben là, on est ménopausé. Mais tu sais, ça a un impact sur notre tour de taille aussi. On va avoir tendance à accumuler plus de graisse au niveau du ventre. Ça peut être complexant. Puis là, les femmes, ils veulent perdre du ventre. Fait que là, ils veulent s'entraîner plus. Mais là, toutes sortes de problèmes. Puis tu sais, tes hormones ne fonctionnent plus de la même façon. Fait que ce que tu faisais avant qui fonctionnait pour te faire perdre ton 10 livres ne fonctionne plus maintenant. Ça peut affecter vraiment beaucoup ta motivation puis ton image de toi. Puis il y a aussi le risque de faire de l'ostéoporose qui est à considérer. Fait que tout ça, c'est des choses que... Non, c'est pas des mythes. C'est vrai que ça peut avoir un gros impact, mais on commence à en parler tranquillement. Ça porte très bien la prochaine question que j'ai. J'écoutais un podcast de Max Lugavere avec... je vais chercher son nom pour que si ça vous intéresse d'aller l'écouter, c'est le podcast 468 de Genius Lifestyle avec Marie-Claire Haver, qui est une OB-GYN spécialisée en préménopause, littéralement. Puis, dans cet épisode-là, il parle quasiment pendant 1 heure de créatine chez la femme préménopausée. Pour en faire une histoire courte, les femmes ont une moins grosse entrepôt à créatine. That's it. Quand tu arrives en préménopause, ben, il se déplaît encore un peu plus rapidement. C'est qu'avoir une supplémentation de créatine est bénéfique pour les femmes en préménopause. Je vous fais un gros résumé. Si vous voulez avoir les détails spécifiques, je vous recommande d'aller écouter cet épisode-là. Mais toi, dans ta pratique, avec les différentes clientes que tu as, est-ce que tu parles de suppléments? Si oui, est-ce qu'il y en a que tu parles plus souvent que d'autres? Puis est-ce que tu les recommandes ou non? J'avoue que moi, la créatine, étant donné que j'ai plus une clientèle saines habitudes de vie, réadaptation, prévention et tout, j'ai pas tendance à en parler tant que ça, parce que ça peut être utilisé en dehors des contextes de performance, là, comme si, mettons, tu vois, moi, ça, je savais pas là, que ça pouvait aider dans les cas de préménopause. Fait que c'est sûr que je vais écouter l'épisode prochainement. Mais c'est ça. Au niveau de la supplémentation, j'en parle pas tant que ça avec mes clientes en général, parce que les études à ce niveau-là sont pas très béton, dans le sens où, tu sais, les suppléments sont pas tant réglementés. Fait que c'est dur de dire, OK, si tu prends du magnésium, c'est sûr que ça a un impact sur tes douleurs ou ton sommeil, parce que dépendamment de la forme de magnésium, de la dose de magnésium, de quand est-ce que tu le prends, qu'est-ce qu'il y a autour de ta prise de magnésium aussi, est-ce que tu prends d'autres choses que du magnésium, tu sais, ça peut être tellement compliqué, c'est tellement dur à contrôler que est-ce que c'est vraiment ça qui a aidé ou c'est plein d'autres affaires, tu sais.
je pense pas que ça soit nécessaire. Je démonise pas du tout les suppléments, mais c'est pas démontré béton, mettons. Fait que j'ai tendance à essayer de parler des trucs qui sont un petit peu plus, justement, bien démontrés. Je vais parler à l'occasion du collagène, que lui non plus, c'est vraiment pas clair. Les bénéfices à ce niveau-là. Ça a été démontré qu'il n'y avait pas nécessairement de risque, par contre, à en prendre, mais l'aspect sur la douleur, puis sur la gestion de la solidité des ligaments et tout, est pas clair non plus, comment qu'on métabolise. En tout cas, ça dépend de la forme de collagène, ça dépend de bien des affaires, mais j'ai quelques clientes qui ont commencé à prendre du collagène, puis que ça les a aidés dans leur gestion de douleur. Est-ce que c'est placebo? Je sais pas. J'ai pas fait d'études, c'est quelques clientes, c'est pas mon N de mon étude n'est pas assez élevé là, pour dire que comme vraiment c'est extraordinaire le collagène, prenez-en toutes. Mais bon, c'est ça. Fait que j'y vais avec des trucs qui sont peut-être un petit peu plus d'essayer que la base, tout ce qui est la base des habitudes de vie, soit le plus solide possible avant de commencer à parler de suppléments. Parce que si tu dors mal, t'es sédentaire, au niveau de ton alimentation, c'est un peu le bordel, tu manges comme pas vraiment dans la journée, t'arrives le soir, t'es affamé, fait qu'évidemment que tu vas manger tout ce qu'il y a à portée de main. Pas que c'est grave là, de manger des chips, là, c'est juste que évidemment que si t'as pas mangé de la journée, tu vas prendre la première affaire qui est sur le bord. C'est juste une réaction humaine. La gestion du stress et tout. Fait que moi, je vais vraiment aller plus toucher à tout ce qui est la grosse base là, de la charpente là, pour s'assurer que ça soit le plus solide possible. Puis après ça, une fois que ça, c'est le plus solide possible, qu'on peut avoir fait le plus de changements, puis que ça, c'est clair, que ça va bien, puis après ça, OK, peut-être qu'on ira parler de suppléments possibles, peut-être qu'on ira faire des références en nutrition, en médecine, en whatever, pour voir ce que ça peut aider. Puis après ça, ben, tu sais, ça m'amène au sujet, c'est pas par rapport à la ménopause, mais juste en général, on aime beaucoup, tu sais, il y a le biohacking, là, qui est très à la mode dernièrement, là, qui est dans le Peux-tu fond... l'expliquer Oui. en Ben, dans quelques le fond, tu phrases? sais, qui est comme de prendre de prendre des suppléments ou whatever pour justement faire en sorte d'optimiser le plus possible nos systèmes. Ben, en tout cas, c'est ma compréhension de tout ça. Mais tu sais, c'est beau, là, prendre 45 suppléments là, dans ta journée, mais si tes habitudes de vie, tu y prêtes pas attention, ça donne pas grand-chose, dans le fond, là. Tu sais, c'est du fine-tuning, là, ces petits suppléments-là. C'est ça, c'est pas ta base de prendre des Non. suppléments. C'est que c'est pas je vais prendre un chèque de protéines, je vais avoir mes protéines pour la journée ou Non. ben j'ai juste à mettre 3 scoops, c'est 75 grammes de protéines, j'ai la moitié de mes protéines, je suis good après ça avec 2 tranches de pain et un steak. Là. Non. Non. Non, c'est ça. Tu sais, l'alimentation, en général, je vais en parler. Tu sais, je veux dire, j'ai mes connaissances de base qui sont peut-être un petit peu plus... tu sais, je veux dire, j'ai fait quelques cours à l'université, puis après ça, par le temps, j'ai fait quelques formations dans ma formation continue qu'il faut faire au travers des années, mais tu sais, on va en parler de l'alimentation, là, justement, qu'est-ce que tu manges en général. Si je vois que ça sort de mon champ d'expertise, je vais référer en nutrition, évidemment, mais c'est ça, tu sais, que ce soit pour la perfo, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour n'importe quoi, c'est super tentant de prendre des suppléments puis de suivre tout ce qui est le marketing puis le branding qui est super intéressant puis super excitant de dire « Oh mon Dieu, prends ça, ça va changer ta vie. » Peut-être que ça va changer ta vie pour quelques semaines. Après ça, moi, je suis convaincue que ça va revenir, là. Je veux dire, ça se peut pas que c'était juste ça, dans le fond, là. À moins que ta charpente, justement, ta base était très, très, très solide. Puis là, t'as ajouté ça, puis là, ça a changé quelque chose, tu sais. Mettons, ta créatine, justement, tu sais, ça peut t'aider, mais si dans ton entraînement n'est pas optimal, tu fais pas de récupération, tu manges pas autour de ton entraînement, ta créatine, c'est un peu de mettre tes scoops à la poubelle, là. Puis tu sais, un thé détox, ça s'appelle vos reins. Oui, c'est ça. Vos reins, vos poumons, votre foie, vous avez plein d'organes pour ça, là, mais écoute, c'est du beau branding, là. J'ai quand même. Je veux juste plugger, là, mais épisode 16, c'est avec un naturopathe, Mathieu Bouchard, qui est un naturopathe vraiment axé sur la science. Puis, si vous voulez écouter de quoi vraiment un épisode complet, c'est supplément, là, allez écouter cet épisode-là, c'est l'épisode 16. Donc, gâtez-vous. On a fait un gros tour de la santé de la femme.
l'autre gros sujet que je voulais vraiment te parler, puis sans te le cacher, c'est vraiment l'élément clé que quand j'ai fouillé ton site web, j'ai dit je la veux sur le podcast. Oui, j'accepte son auto-invitation sur le podcast. C'est ta connaissance, ton expertise d'activité physique de personnes en rémission de cancer. Est-ce que c'est la bonne phrase? Est-ce que tu veux la préciser? Ben écoute, je saurais pas quelle couronne, quel titre me mettre derrière, mais tu sais, moi, ma formation, ma certification, c'est physiologiste de l'exercice. Après ça, ben, j'ai eu la chance, au travers de mon bac, de faire mon stage en oncologie, fait qu'avec les gens qui ont un cancer, justement, ou qui sont en rémission d'un cancer. Puis ça m'a super intéressée, fait qu'après ça, vu que j'ai beaucoup aimé ça, j'ai quand même fait mes 2 stages. Dans le fond, tu as 2 stages à faire pendant le bac. Moi, j'ai fait mes 2 stages dans la même place pendant l'été, parce que comme ça, je pouvais le faire à temps plein. Je trouvais que ça valait plus la peine. Fait que j'ai fait un bon 2 mois là, à temps plein là-dedans. Puis après ça, ben, j'ai continué à faire mes formations, puis j'ai continué à fouiller là-dessus. Fait que j'ai une spécialisation, effectivement, en tout ce qui est cancer. Puis ça, c'est quelque chose qui me différencie un petit peu des autres kinésiologues, parce qu'on n'en parle pas à l'école. Même s'il y a énormément pourtant, il y a tellement de recherches dans ce domaine-là, mais je sais pas, on n'en parle pas beaucoup. On parle de d'autres problèmes, c'est correct, mais c'est ça. Il y a beaucoup de données probantes, mais en tout cas, peut-être que ça l'a changé, mais moi, quand j'ai fait mes études, on n'en parlait pas. Puis, en fait, mes collègues de classe s'en sont fait parler parce que moi, je faisais mes projets là-dessus, dans le fond. Puis, tu sais, sans le cacher, le cancer a enlevé la vie à une de mes grand-mères. L'autre grand-père a eu le cancer, mais il s'en est remis. Mais c'est dans ma famille, veux pas, fait que ça me touche directement. Puis je pense vraiment que tu es quand même une bonne personne pour en parler. Tu as quand même donné 2 conférences. J'en ai donné pas mal, ouais, même plus que 2. Pas mal plus que 2. Dont une aux patients en novembre 2022, puis par la suite, tu avais fait un suivi avec les médecins. Donc, tu as donné des conférences à des médecins sur sur quoi? Sur quoi? Sur tout ce qui est bienfait de l'activité physique, là. Chez une personne en rémission? Ben, normalement, là, la phase de rémission, c'est comme les 5 ans après le moment où, en théorie, tu n'as plus ton cancer. Après ça, c'est vraiment une question de comment les patients veulent qu'on dise ça. Il y en a qui veulent qu'on parle qu'on a un cancer. Il y en a qui vont dire qu'on est en rémission ou qu'on est un combattant ou peu importe. Mais en théorie, là, la phase de rémission, c'est vraiment le 5 ans post fin des traitements, mettons. Puis après ça, une fois que ça, c'est fait, ben là, en théorie, t'es guéri, entre guillemets, t'as plus vraiment de suivi ou sont vraiment plus espacés, là. Puis, y a-tu de l'activité physique aussi pendant le combat? Oui, faut commencer. En fait, normalement, là, dans un monde idéal, il faudrait que ça fasse partie des traitements, puis il faudrait que les médecins recommandent de l'activité physique ou d'être suivi en kin dès le diagnostic. Après ça, ben, c'est pas tous les kinésiologues là, qui ont les connaissances là-dedans, mais tu sais, bon, règle générale, on peut quand même s'organiser, là, mais au moins d'être suivi. Mais en fait, c'est ça. Dès le diagnostic, puis après ça, si on n'a pas commencé dès le diagnostic, il n'est jamais trop tard, mais oui, c'est super, super important pendant les traitements. Ça va vraiment changer leur qualité de vie, puis ça va même faire en sorte que les traitements sont plus efficaces. Puis, est-ce qu'il y a de l'ajustement au programme d'entraînement? J'imagine en intensité. Est-ce que, oui, hein? Plus de fameuse zone 2? Oui, ben, tu sais, c'est ça. Il y a des gens qui vont pouvoir continuer de courir puis continuer de faire leur sport pendant les traitements. Ça dépend toujours de. Encore une fois, là, comme pour les grossesses, comme pour n'importe quoi, tout le monde est différemment. Tout le monde réagit différemment au traitement. Ça dépend de ton type de cancer. Ça dépend de ton parcours de traitement aussi. Tu sais, est-ce que tu vas avoir beaucoup de chimio? Est-ce que tu vas avoir une chirurgie? Est-ce que tu vas faire de la radio, de l'hormonothérapie, de whatever? En tout cas, il y a toutes sortes de possibles traitements. Fait que ça varie vraiment beaucoup. Puis, dépendamment du type de traitement que tu vas avoir. Fait que, tu sais, règle générale, là, mettons qu'on y va avec le départ. Là. Mais dès qu'on a un diagnostic,
on se fait recommander de faire de l'activité physique pendant les traitements. Cool. On regarde, moi, mettons que j'ai une personne qui me dit, bon, j'ai un cancer, je veux passer au travers de mes traitements, je veux me garder active parce que j'ai vu que ça pouvait aider, blablabla. Ben là, moi, je vais voir est-ce que la personne était active au préalable. Après ça, c'est sûr que si la personne était sédentaire, avait déjà des conditions de santé préexistantes, je vais le prendre en considération dans son plan d'entraînement. Puis après ça, dépendamment des types de traitements que la personne va faire, il y a certains éléments à considérer. Par exemple, si tu fais une chirurgie, ben là, on va vouloir te préparer à ta chirurgie. Puis post-chirurgie, on va vouloir faire ta réadaptation de cette chirurgie-là. Si, mettons, on prend le cancer du sein, là, qui est malheureusement un cancer assez répandu, ben tu sais, au niveau de tout ce qui est force des muscles pectoraux, la mobilité des épaules, la mobilité au niveau thoracique aussi, tout ça, on va vouloir le travailler. Si on fait de la radiothérapie aussi, on va vouloir aller travailler la mobilité, l'étirement, parce que la radio, c'est un peu comme de faire un genre de coup de soleil. C'est ciblé, versus, mettons, la chimiothérapie, tu sais, ça va dans ton sang. Fait que ça va partout. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Mais la radio, c'est vraiment ciblé. T'sais, ils te font ta radio à cet endroit-là, c'est tout. Mais tu sais, c'est sûr que si tu as beaucoup de séances, ben à la longue, ça se peut que ça fasse une genre de brûlure. Ça se guérit et tout, là, mais quand on a un coup de soleil ou qu'on est brûlé, la peau est moins élastique. Fait on veut travailler ça pour être limité le moins souvent possible. Si on fait de la chimio, ben là, on va s'adapter dépendamment c'est quoi les cycles de chimio aussi. Des fois, ça va être aux 3 semaines, des fois, ça va être aux semaines, des fois, ça va être aux 5 semaines pour 5 séances, pour 4 séances, pour 3 séances, whatever. Ça dépend vraiment, vraiment de chaque cancer. C'est très, très personnalisé, les plans de traitement. Fait que dans ce temps-là, dépendamment de la personne, des fois, la semaine post-séance de chimio, on va y aller un petit peu plus mollo. Fait que ça va être d'aller faire de la basse intensité, des activités genre de la marche, du vélo stationnaire, du vélo dehors, whatever, des étirements, de s'assurer de bouger quand même pour faire circuler la chimio, pour aider à la gestion des effets secondaires. Mais après ça, une fois qu'on s'est remis un petit peu de cette chimio-là, ben là, on peut se remettre à bouger plus normalement. Puis après ça, ben à chaque fois, on répète un petit peu le cycle, mais ça fait en sorte qu'il y a moins d'effets secondaires. Ça me fait penser au cool-down post-marathon. Tu sais, tu fais un demi-marathon, un gros marathon, tu fais une grosse course. C'est comme le lendemain, si tu restes assis, ben, tu deviens les jambes raides. J'ai fait mon demi-marathon samedi, dimanche, j'écoute la télé. Puis je fais rien. Ouais, mais OK, ton raquage va continuer un petit peu plus longtemps que si, mettons, dimanche, tu fais juste aller marcher ou 10 minutes, 15 minutes de jog, juste pour t'édoucer un peu les muscles. La manière que tu l'expliquais, j'avais cette image-là en tête. Mais c'est vrai, c'est une super de bonne image. Puis c'est bon que tu l'aies mentionné parce que c'est facile à comprendre, comme dans l'esprit de dire, ben OK, j'ai fait un marathon dans la semaine suivante, ça se peut que je prenne ça mollo. Mais effectivement, si tu prends ça mollo, tu fais rien pantoute, ça va être long là, avant que tu t'en remettes. Versus si tu bouges quand même, mais plus tranquillement, tu adaptes tes exercices, ça va aller bien. Parce que, tu sais, la chimio, une chirurgie, un accouchement, peu importe, ça reste un effort au niveau de ton corps. Fait qu'il faut que tu le traites en conséquent. Fait que la semaine suivante, puis il y en a que ça passe comme un champ puis il n'y a pas de problème. Mais il y en a aussi qui ont bien des effets secondaires. Fait que ça va vraiment varier. Puis si, ça c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes clientes aussi, là, si vous avez beaucoup d'effets secondaires, parlez-en avec votre équipe traitante. Là. Dans le sens que, tu sais, eux, ils veulent pas... votre qualité de vie est importante pour eux aussi. Tu sais, oui, leur but est de traiter le cancer, mais si vous n'êtes pas capable de passer au travers des traitements, ça ne marchera pas, là. Dans le sens que, tu sais, s'il faut retarder des séances ou peu importe parce que c'est trop fort ou si on n'est pas capable d'être actif puis de faire notre vie de tous les jours parce que c'est trop intense, ben là, tu sais, ils vont adapter le plan, là, ils vont peut-être espacer les séances à la place, ils vont peut-être changer la dose, je sais pas, là, tu sais, c'est pas moi qui s'occupe de ça, mais au final, ils peuvent faire des ajustements, ils peuvent vous proposer des choses pour que ça se passe mieux, tu sais. Fait que c'est important de communiquer avec tous les membres de son équipe traitante. C'est très, très important. Fait que c'est ça. Mais ouais, en règle générale, là, on peut continuer de bouger. Il n'y a vraiment pas de problème, mais ça va être de s'adapter dépendamment de c'est quoi le plan de traitement. Puis si le plan de traitement, ben, il est déjà fait, ben là, on prend avec qu'est-ce qu'on a en ce moment. Les symptômes post-traitement, ça peut rester jusqu'à à peu près 1 an.
Des fois, il y en a que ça va rester plus longtemps, là, mais tu sais, mettons la fatigue, dans la chimio, des fois, on peut avoir ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. C'est comme... des fois, ça va être une perte de sensibilité, mais des fois, ça va être de la douleur aussi au niveau des mains, des doigts, des pieds ou ailleurs. Là, mais règle générale, ça se transmet comme ça. Ça se traduit comme ça. Ben là, ça peut des fois rester là, jusqu'à 1 an après, mais tu sais, ça s'en va tranquillement pas vite. Des fois, il y en a que ça veut rester un peu toujours, mais c'est ça, faut faire le saut là, si ça fait 3 mois qu'on a terminé puis il nous reste encore des trucs. Ça se peut, c'est normal. Notre corps, il s'en remet encore un petit peu, là. Wow. Mais puis ça fait en sorte aussi que les traitements sont plus efficaces, là. Ça, c'est quand même chouette parce que, tu sais, si on pense aux adaptations que l'activité physique peut avoir, tu sais, l'activité physique, c'est d'utiliser nos muscles. Puis nos muscles, ben, pour pouvoir fonctionner, ils ont besoin de nutriments, ils ont besoin d'oxygène. Ben, tu sais, notre corps, pour pouvoir rendre nos muscles plus efficaces à l'effort, ils vont vouloir créer plus de vaisseaux sanguins pour envoyer plus de nutriments, plus d'oxygène à nos muscles. Ben, ça peut, tu sais, cette augmentation de la vascularisation-là, elle peut se créer autour de la tumeur aussi. Fait que, tu sais, dans le cas de la chimio, s'il y a plus de chimio qui peut se rendre à la tumeur, ben, c'est plus efficace, là. Si on est plus fort, on tolère mieux les traitements, on a une meilleure récupération. Fait que, tu sais, tout ça, là, ça peut vraiment être très tentant. On vient de parler de la femme enceinte, des personnes atteintes de cancer, les dénominateurs communs, puis tu l'as mentionné aussi au début. Si tu as une blessure, si tu étais enceinte, si tu étais je ne veux pas dire en forme, mais si tu étais actif, et ton corps est en santé et tu l'avais bien entretenu. Puis là, ici, je ne parle pas d'avoir 6% de gras, là, puis d'avoir des muscles, puis la palette de chocolat. Mettons qu'on parle de VO2 max, là. C'est ça. De bouger, avoir un certain cardio, un poids que vous mangez à la même affaire, vous ne prenez pas une livre, là, grosso modo, puis vous n'en perdez pas une. Là. Puis ça me fait penser à l'histoire à Kevin Hart. Ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais Kevin Hart, un peu avant la pandémie, il y avait eu un accident d'auto. Kevin Hart, on ne se le cachera pas, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément. OK? Il est en shape. Puis d'aplomb. Il y avait eu un accident d'auto. Puis je pense que le dash, il avait rentré dans le ventre. Puis le médecin, il avait dit je comprends pas pourquoi ta colonne n'est pas scrap. Elle n'est pas brisée. Mais c'était tellement entraîné les abdos que les abdos ont été capables d'absorber le choc. Mm-hmm. Avec les femmes enceintes, le cancer, les accidents d'auto, des fois, ce qu'on oublie, c'est que prendre soin de notre corps, si on a une blessure ou une maladie un jour, ça va nous aider à mieux la traiter. Absolument. Ça va tellement changer notre qualité de vie, là. Même si au niveau longévité, mettons, de vie, là, je pense que ça nous ajoute peut-être genre une année. C'est pas extraordinaire. Une vie, ça nous ajoute une vie au complet. On vit 160 ans au lieu de 80. Non. Ça nous ajoute à peu près une année. Mais il me semble que c'était quelque chose comme ça. Là. C'était pas rien d'extraordinaire. Mais par contre, au niveau de ta qualité de vie, ça va être vraiment mieux. Là. C'est significatif. Là. Puis plus on avance en âge, que tu aies un cancer ou pas, là, si tu as été actif au travers de ta vie, puis si tu as été actif au travers de ta grossesse, si tu as été actif au travers de tes traitements, la différence entre les gens qui ont été actifs et non actifs, elle est phénoménale. Pour vrai, pour l'avoir vu de mes yeux, mais aussi dans ce qui a été démontré là, dans la littérature, c'est assez impressionnant. Puis ça, ben, on y pense pas souvent quand on est jeune parce qu'on dit, bah, whatever, là, je serai jamais vieux, j'aurai jamais de problème, puis tout ça. Ça m'arrivera pas à moi, mais au final, ça va nous rattraper. Là. Il y a un troisième et dernier sujet là, que je voulais vraiment aborder avec toi. Parce que c'est de quoi, un peu comme les femmes enceintes, je m'y connais zéro puis une barre. Puis tu es quand même experte dans le sujet, tu le mentionnes sur ton site web, tu travailles avec une clientèle qui a le diabète. Oui. Juste pour que tout le monde qui écoute l'épisode et moi-même, qu'on soit tous à la même base, diabète de type 1, diabète de type 2, c'est quoi la différence? Puis après ça, on ira voir comment on peut travailler avec le diabète. Ouais.
Ouais, j'ai effectivement une clientèle de diabète, une clientèle problèmes cardiovasculaires, toutes sortes d'affaires. Si on parle de diabète de type 1 versus type 2, bon. Le diabète de type 1, le problème, c'est une maladie auto-immune. Fait que ça veut dire que ton système immunitaire s'attaque à toi-même. Et donc, ça se traduit en un pancréas qui ne fonctionne plus et qui ne produit plus d'insuline. Et l'insuline, dans le fond, c'est une hormone qui permet à ton corps d'absorber les glucides qui sont dans la circulation, dans ton sang. Si ton insuline, elle est plus produite, ben là, tu peux plus l'absorber. Ça fait en sorte que ta glycémie, elle augmente beaucoup, puis ça cause beaucoup de problèmes. Ça peut, en fait, ça menace vraiment là, ta survie de façon assez sérieuse. Puis ça peut causer beaucoup de complications au niveau de ta santé. Fait que diabète de type 1... L'insuline, il prend les glucides puis il le transforme en whatever, mais s'il ne la transforme pas, ben trop de glucides, glycémie, c'est-tu la même chose ou c'est deux choses? Dans le fond, ta glycémie, c'est comme ton taux de sucre dans le sang. OK. Faut que c'est comme mettons, tu fais une prise de sang, puis on te dit que tu as une glycémie à X. Ben là, c'est ça. On calcule le pourcentage de sucre qu'il y a dans ton sang. Mettons qu'on y va le plus simplement possible. Puis l'insuline, la façon que je l'explique qui est la plus imagée possible, l'insuline, c'est un peu comme une clé. Puis on a différentes portes là, dans nos muscles, dans notre foie, dans notre... c'est pas mal ça, nos muscles, notre foie, notre cerveau, qui va faire en sorte que l'insuline, elle va ouvrir cette porte-là pour que le sucre soit absorbé et stocké par tes muscles, par ton foie, par tes différents systèmes pour qu'ils puissent fonctionner puis l'utiliser par la suite. Donc, si tu n'as pas cette clé-là, ben, tu peux pas ouvrir la porte, dans le fond, en théorie. Il y a un... Ça se promener dans le sang, là. Oui, c'est ça. Il rentre pas dans les muscles. S'il n'y a pas nulle part où aller, il va rester en circulation, dans le fond. Là. Fait qu'il y a un truc pour tricher ce système-là, mais on va en parler plus tard. Je vais commencer par expliquer c'est quoi le diabète de type 2. Diabète de type 2, c'est aussi un problème avec l'insuline, mais dans le fond, ça, le diabète de type 2, c'est plus un problème de sensibilité à l'insuline. Fait que tu peux quand même conduire. Souvent, tu vas continuer de produire de l'insuline. Éventuellement, tu peux ne plus en produire parce que ton pancréas est juste en burn-out. Mais c'est un peu comme si tes serrures, elles sont genre rouillées. Elles fonctionnent à moitié, une fois sur deux, c'est pas trop clair. Fait qu'au final, la résultante demeure la même. Ton niveau de sucre dans ton sang est trop élevé. Fait que ça peut causer des problèmes par la suite. La différence là, entre le type 1 et type 2, type 1, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver de nulle part. On va le voir plus souvent chez les jeunes, à partir de comme plus des jeunes. Puis diabète de type 2, des fois, ça va arriver de façon un peu inexpliquée, mais plus souvent qu'autrement, ça s'explique par les habitudes de vie. Des fois, il y a une affaire de génétique aussi, mais c'est ça. C'est plus... quand on parle de développer un diabète, là, c'est plus le diabète de type 2, parce que le diabète de type 1, ça te tombe dessus, là. Puis, tu mentionnais, il y a des manières de tricher le diabète de type 1? Type 1, type 2. Dans le fond, là, l'histoire de la fameuse clé avec la fameuse porte. Mais en faisant de l'activité... Ouais, on prend du WD-40 puis non, même pas. Même pas. On trouve un autre système. Dans le fond, si tu fais de l'activité physique et que tu utilises tes muscles, ils vont ouvrir les portes eux-mêmes. Ils ouvrent par dans le fond, t'as même plus besoin de la clé, dans le fond. Fait qu'on va quand même absorber les glucides parce que au final, tes muscles ils en ont besoin là, pour fonctionner, tes muscles squelettiques. Là, fait que tes muscles comme de tes bras, tes jambes, peu importe. Ton cœur puis ton cerveau, ils fonctionnent pas mal essentiellement au sucre. Fait que ils vont vouloir en absorber en masse. Fait qu'en faisant de l'activité physique, ça permet de trouver une petite triche. Puis, comment... Ben, c'est sûr qu'un kiné, ça fait des programmes d'entraînement. Là. On ne se le cachera pas, mais est-ce qu'il y a des diabétiques qui viennent te voir pour dire ben je veux un programme d'entraînement parce que je suis diabétique ou c'est juste vu que je suis diabétique, il faut que je m'entraîne, fait qu'il faut que j'aille un plan d'entraînement? J'ai les deux. Ça dépend à quel point la personne est éduquée par rapport à
l'impact de l'activité physique sur son diabète. Il y a des gens qui se font effectivement recommander, ils ont un diabète, il faudrait que tu t'entraînes. Mais de plus en plus, ben, possiblement à cause des podcasts que j'ai faits puis de mes articles puis toutes ces affaires-là, mais j'en ai plus que j'en avais avant, des gens qui disent ah ben tu sais je veux avoir un programme spécifique en fonction de ma condition de santé. Fait il y a quand même des trucs à considérer qui peuvent aider particulièrement pour le diabète. Fait là, j'ai parlé de bouger en général, mais l'effet d'ouvrir la porte par en dedans là, pour faire rentrer le sucre du sang dans les muscles, ça dure jusqu'à 48 heures. Pour une séance de genre un 10 à 15 minutes, là, intensité modérée, c'est pas très long, ça dure jusqu'à 48 heures. Fait que tu sais, si tu t'entraînes, là, genre, je sais pas, 20-30 minutes aux 2 jours, normalement, ça devrait être déjà bien. Tu pars un épisode des Simpsons, puis tu fais des jumping jacks, des push-ups, des redressements assis, des triceps, sur le bord du divan en écoutant tu fais un petit cours de Zumba, là, puis tu devrais être pas pire. Fait que ça, c'est la première information que je trouve intéressante. Fait que max, aux 48 heures, il faudrait faire une séance d'activité physique. Idéalement, il faudrait se lever aux heures, versus normalement, pour monsieur, madame, tout le monde, on recommande aux 2 heures de se lever. Mais quand au travail, là, pas pendant qu'on dort. Là. Non. Lève-toi pas pendant la nuit. Mets-toi pas des réveils pendant la nuit pour te lever. Là. Dans ta vie de tous les jours, aux heures, là, quand ta montre elle sonne, là, puis elle dit lève-toi, ben lève-toi, là, fais 2-3 mouvements, puis tu te rassois. T'as pas besoin d'être très intense, mais l'idée, c'est juste d'activer ta circulation un peu. Sinon, étant donné que le diabète peut avoir un impact sur ton système cardiovasculaire et ou tu peux avoir aussi une condition cardiovasculaire en même temps que tu as un diabète. Là, des fois, on a plusieurs problèmes de santé en même temps. On va rallonger l'échauffement et le retour au calme. Fait qu'au lieu de s'échauffer pour un 3 à 5 minutes, mettons, ce qui est recommandé pour monsieur, madame, tout le monde, mettons, tu marches 3 à 5 minutes avant de partir ta course ou tu cours tranquillement 3 à 5 minutes avant de partir tes intervalles, ben, tu vas faire ça un 5 à 10 minutes à la place. Puis ton cool-down à la fin, au lieu d'être 3 à 5 minutes, c'est 5 à 10 minutes. Fait qu'on rallonge ça parce que ton corps, tes vaisseaux sanguins puis ton cœur, ils vont s'adapter plus lentement à la nouvelle charge que tu vas lui apporter. Dans le fond, quand on se met à être actif, notre fréquence cardiaque, elle augmente. Ça fait en sorte que ça envoie plus de sang. L'idée étant d'envoyer plus de sang vers nos muscles, vers nos organes, parce qu'on les fait travailler. Oxygène. Mais ouais, c'est ça, l'oxygène, les nutriments, tout ça. Mais tu sais, pour ça fait en sorte que ça augmente notre tension artérielle, ce qui est normal. C'est ça qu'on veut. Si ta tension artérielle et ta fréquence cardiaque n'augmentent pas à l'effort, va à l'urgence. C'est pas normal. Mais d'habitude, là, chez pas mal tout le monde, ça augmente à l'effort. Mais tu sais, ça fait en sorte que ça augmente la pression sur tes parois de vaisseau. Dans le fond, c'est un petit peu ça l'idée de la tension artérielle. Ben, tes vaisseaux sanguins, normalement, en réponse à cette pression augmentée-là, ils vont se dilater. Fait qu'ils vont grossir un peu pour que la pression soit moins intense puis que la circulation se fasse mieux. Fait que, mettons, tu sais, quand on arrose nos plantes, puis qu'on veut arroser des plantes un petit peu plus loin, tu sais, des fois, on va mettre le pouce, là, pour que la pression soit plus élevée puis que le geste rentre plus loin. Ben, c'est comme si tu enlèves ton pouce, là, le flow va mieux se faire, ça va être un petit peu moins tendu. Tu vas moins faire mal à la personne que tu vas arroser, mettons. Fait que, c'est un petit peu ça l'idée, ça se dilate, mais cette dilatation-là, elle se fait plus lentement quand on a un problème cardiovasculaire ou quand on a un diabète. Fait qu'il faut prendre un petit peu plus de temps pour cette adaptation-là. Et à l'inverse, ils rétrécissent par la suite à post-effort plus lentement. Fait que, notre système cardiovasculaire est un peu au ralenti quand on a ce problème-là. Fait qu'il faut y aller plus tranquillement avant, plus tranquillement après. Puis au niveau de ce qui est recommandé en termes d'entraînement, niveau muscu, c'est quand même assez important. Le cardiovasculaire demeure important, mais niveau muscu, c'est quand même assez important. On veut travailler les grandes masses musculaires. Puis idéalement, au départ, là, chez les gens qui sont plus sédentaires, je vais commencer par de l'endurance parce que c'est peut-être un petit peu plus accessible au niveau de la perception d'effort. Tu sais, c'est peut-être un petit peu moins intense, c'est moins intimidant et tout. Mais éventuellement, on va aller plus vers l'hypertrophie. Okay. Parce qu'on veut grossir tes fibres musculaires puis on veut augmenter ta capacité de stockage. OK. Parce que vu qu'ils vont ouvrir la porte, ils vont avoir de l'espace. C'est ça.
Après ça, le but, c'est pas que, tu sais, mes clients diabétiques, ils se ramassent pas avec des gros bras, là. C'est pas ça pantoute, c'est plus compliqué que ça, là. Non, du tout. C'est très compliqué de devenir bodybuilder, là. Vous le demanderez aux gens qui en font. C'est très compliqué, là, de prendre tant de masse que ça. Mais au final, tu sais, d'utiliser cette technique d'entraînement-là, ça va avoir cet effet-là. Fait que ça fait en sorte que ta glycémie, ton taux de sucre dans le sang, il se stabilise plus. Puis t'as plus de facilité, t'as moins de risque de complications, c'est plus stable. C'est sûr que diabète de type 2 versus diabète de type 1, c'est pas la même gestion. Tu sais, diabète de type 2, vu que tu as souvent encore de la sécrétion d'insuline naturellement, ben ça se gère quand même plus facilement versus diabète de type 1. Ton pancréas, il en produit juste plus de l'insuline. Fait que là, c'est toi qu'il faut qu'il fasse le rôle de ton organe. Fait que là, il faut que toi-même, tu t'injectes de l'insuline, que tu checkes tes glycémies souvent, en fonction de qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais. T'as-tu bien dormi? T'as-tu pas bien dormi? Fais-tu chaud? Fais-tu pas chaud? Là, il faut que tu doses l'insuline puis les affaires que tu te donnes, mais je rentrerai pas dans les détails parce que ça pourrait être super long, mais ça devient plus compliqué, mais à ce moment-là, c'est vraiment encore plus pertinent d'être suivi par des professionnels en nutrition, en kin, puis tout ça pour s'assurer qu'on trouve les bonnes solutions parce que ça se personnalise, c'est beaucoup d'essais-erreurs au début, là. C'est ça. Tu m'as un peu surpris avec toute l'histoire des diabétiques. Moi, j'avais pas aucunement idée. Puis, ce que je pensais initialement que les kin, vous étiez là comme pour aider peut-être les chutes d'énergie face à l'alimentation pré-entraînement ou post-entraînement. Là. Mais de manière que tu mentionnes... Les fameux pics d'insuline, là. Ouais. Mais dans le fond, toi, en tant que kin, c'est pas toi qui fait la nutrition ou un plan alimentaire pour quelqu'un diabétique. J'imagine que tu travailles avec les nutritionnistes, justement, si jamais il y a un client diabétique qui arrive dans ta clinique pour une séance, tu fais une séance avec le patient, puis finalement, il est comme j'ai pas d'énergie, j'ai pas si. Maintenant, je suis pas capable de lever mes poids. Ben là, j'imagine que tu irais faire un nutritionniste pour s'assurer qu'avant l'entraînement, il puisse manger ce qui lui convient pour avoir de l'énergie 30 minutes, 1 heure plus tard, 3 heures plus tard, au moment de l'entraînement. Ben, en fait, souvent, là, ce qu'on peut faire avec les gens qui sont pas habitués de bouger, puis qui sont nouvellement diabétiques ou pas, on peut voir c'est quoi. On va tester là, pendant quelques semaines, c'est quoi la glycémie, là, fait que ton taux de sucre dans le sang, avant, pendant, après l'effort. Fait que tu t'écris ça dans un petit journal, puis on regarde c'est quoi l'évolution, règle générale. Qu'est-ce que tu as mangé avant? Qu'est-ce que tu as fait comme entraînement? Blablabla. Qu'est-ce qui peut expliquer que ça a réagi comme ça? Fait que moi, ça... Puis c'est sûr que niveau sécurité, niveau risque d'hypoglycémie, qui est d'avoir pas assez de sucre dans ta circulation sanguine, c'est toujours important d'avoir des sources de glucides rapides pas loin. Fait que genre ça s'appelle des Dex4, là, mais c'est comme des espèces de petites pilules de sucre, là, des petits bonbons. C'est comme 4 grammes de glucides par petit bonbon. Dex4, DEX4. Il me semble que c'est ça le nom. C'est genre c'est comme 4 grammes par bidule, puis il faut que tu en prennes 16, je pense, là, pour corriger une hypo ou quelque chose de même. Là. Fait que bon, bref, souvent, il y en a qui vont avoir ça, ou juste un jus, ou peu importe, chacun se connaît, a ses affaires, mais un jus, un fruit, genre une orange, quelque chose là, qui va rapidement augmenter tes glucides. Du chocolat ou une barre tendre, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a du gras, il y a des fibres, il y a des affaires là, qui font en sorte que c'est plus long avant que ça réaugmente ta glycémie. Fait que ça, c'est des trucs que moi, je peux regarder avec mes clients autour de la séance. Après ça, c'est sûr que je suis pas nutritionniste, je suis pas nutritionniste sportive, mais tout ce qui est alimentation autour de l'effort, tu sais, je peux quand même leur donner des trucs, je peux quand même parler de qu'est-ce qu'il y en est. Si la personne, elle est fatiguée, ben je vais lui demander qu'est-ce que t'as-tu mangé quelque chose avant? T'as-tu bien dormi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Tu sais, je regarde vraiment pas juste l'entraînement. Moi, c'est ma façon de faire. Là. C'est vraiment très at large, mon approche. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, l'alimentation, oui, on peut en parler, mais je fais pas de plan alimentaire. Si la personne a besoin de trucs vraiment précis, ben là, effectivement, je vais la référer. Mais sinon, tu sais, pour revenir à l'histoire des pics d'insuline, là, tout le monde a des pics d'insuline après avoir mangé. C'est une réaction normale du corps.
et on ne veut pas éviter cette réaction-là. Parce que si tu n'as pas de pic d'insuline, ça veut dire que tu n'absorbes pas tes glucides, puis là, c'est problématique. Fait que le fait d'avoir un crash après avoir mangé, c'est peut-être que tu as mangé quelque chose de trop lourd, trop vite, trop intense. Fait que si tu sens que tu as un crash après avoir mangé d'énergie, c'est pas le pic d'insuline en tant que tel, là, c'est peut-être juste que tu as mangé comme quelque chose de trop lourd. Mange des petits trucs au fur et à mesure de ta journée, comme ça sera pas genre... Parce que, tu sais, le système digestif, ça lui demande quand même de l'énergie là, de fonctionner. Fait qu'on se retrouve un petit peu plus en parasympathique, on est un petit peu plus au ralenti. Fait que, tu sais, si vous avez toujours un gros crash d'énergie après votre dîner, ben, peut-être essayer de manger, soit séparer les éléments de votre repas dans la journée. Mettons que vous mangez, je sais pas, un riz avec des légumes puis de la viande, puis genre un bol de yogourt avec du granola, whatever, ben, tu sais, peut-être que vous pouvez manger le bol de yogourt avec le granola plus tard dans la journée pour faire en sorte qu'il y a moins tout en même temps. J'arrête pas d'accrocher mon micro. Pour qu'il n'y ait pas tout le temps plein d'affaires à digérer en même temps, mais c'est ça, c'est pas... ça, c'est vraiment une grosse affaire de désinformation, là, les fameux pics d'insuline, là, que c'est grave et tout ça. Puis là, les gens, ils n'ont pas de problème de santé, ils se prennent quelque chose pour regarder leur glycémie. Là, un lecteur de glycémie, ouais. Ouais, c'est ça, là, ça fait bien capoter pour rien. Là. Vous allez capoter, vous allez voir votre glycémie bouger, mais c'est normal, là, la glycémie, tout le monde bouge. Là. Ouais, ça, je suis un peu mitigé face à ça. Parce que moi, la manière que j'avais découvert justement que des athlètes prenaient ça, qui ne sont pas glycémiques, c'était pour voir leur niveau de sucre, la réaction de leur corps face à un sucre spécifique. Grosse histoire courte, quelqu'un mange une pomme, l'autre personne mange la même pomme, il y a un taux de glycémie différent, un face à l'autre. Puis là, il était comme, OK, ouais, mais moi, les raisins, c'est mieux que la pomme. Puis là, il optimisait à ce point-là. D'un autre point de vue, ça a l'air vraiment spécial un peu, c'est au niveau économique, l'offre et la demande. Il y a des personnes qui sont glycémiques qui ont besoin de ça pour survivre. Mm-hmm. Là, si toi, tu es athlète, tu veux optimiser ta performance, OK, ça reste marginal. Mais si tout le monde, là, tous les gym bros de ce monde, de YouTube, là, les wellness influencers qui commencent tous à se mettre ça, puis que là, sont des millions et des millions en Amérique du Nord à commencer à se mettre ces puces-là, ça fait qu'il va y avoir beaucoup moins d'offres. Ben, la demande augmente, qui va dépasser l'offre. Puis là, après ça, les compagnies, la majorité des compagnies sont là pour faire du cash. C'est business 101. Donc, ils vont juste le vendre au plus offrant. Mais s'il y en a qui en ont besoin pour survivre et qu'il faut qu'ils se changent à chaque mois, ouais, c'est ça à chaque mois ou 2 semaines? Là? Je ne pourrais te dire. Faut que tu changes ton capteur là, une fois de temps en temps. Je pense que c'est peut-être une fois par semaine ou 2 semaines ou je sais pas trop, là, mais il faut que tu le changes une fois de temps en temps. Ça devient onéreux. Puis s'il y en a qui sont diabétiques, qui écoutent en ce moment, dites-nous là, comment ça coûte. Si les abonnements, c'est débile. Puis vous allez ces personnes-là en ont besoin quasiment tout le long de leur vie, si c'est pas tout le long de leur vie. On peut-tu leur laisser accès à ça à un prix convenable? Oui, absolument. T'sais, on l'a vu avec... moi, je ne diminue pas du tout l'importance de l'Ozempic, dans le sens que ce soit par rapport à la perte de poids, que ce soit par rapport à un diabète ou peu importe, il y en a des gens qui en ont réellement besoin, mais en même temps, c'est ça. On l'a vu là, avec l'Ozempic, il y a eu un problème. Il y a eu des pénuries, puis il y a des gens qui en avaient réellement besoin, puis ça a causé problème. Puis après ça, mais tu sais, si tu veux réellement voir l'effet de ta glycémie, là, t'es pas obligé là, d'avoir un lecteur en continu. Là, tu peux prendre ta glycémie dans ton doigt, là, te piquer, puis tu sais. C'est pas compliqué, là. C'est bien trop vrai. tu t'achètes la petite machine, là, avec les petites languettes et les petites aiguilles, puis tu te piques dans ton doigt, puis là, tu mets ta petite languette. En tout cas, il y a tout un protocole, là, c'est écrit. Je suis certaine que tout est bien expliqué dans la boîte. Moi, je le connais, mais je l'expliquerai pas, c'est pas nécessaire, mais tu fais ton petit protocole, puis là, tu peux le voir sur la petite machine. On n'est pas obligé, là, d'avoir un freestyle libre, whatever, là, tu sais, non, c'est ça. Mais écoute, c'est ça, c'est tout ce qui est d'optimiser au maximum notre santé. Moi, je suis all-in pour ça, mais jusqu'à un certain point, tu sais, je pense que ça crée beaucoup d'anxiété, puis beaucoup de suranalyse de chaque petit détail de notre santé, alors qu'au final, ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça. Puis notre glycémie, à tout le monde,
elle va fluctuer dans la journée, c'est normal. Ton insuline, elle va fonctionner, on sait ce qu'on veut. Puis après ça, ben tu sais, comparer un à l'autre, c'est pas très... C'est semi-scientifique, là, comme méthode, là, dans le sens que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que t'as mangé avant, je sais pas, t'as-tu bien dormi, je sais pas c'est quoi... Toi, tu sais, chaque personne réagit différemment. Tu sais, il faudrait un grand bain de... Tu sais, de dire comme, ah, OK, mais moi, mais les raisins, ça me fonctionne mieux que les pommes. Tu sais, je sais pas. J'ai de la misère avec ça. J'adhère pas. Tu fais un très bon tremplin vers... on vient de parler de santé, l'optimisation de la santé. Tu me fais un très beau tremplin vers ma question que je pose à toutes mes invités. Ça veut dire quoi pour toi, être en santé? Pour moi, être en santé, c'est vraiment ce qui est qualité de vie, d'être capable de fonctionner dans notre vie de tous les jours, parce que moi, c'est ça que j'essaie d'améliorer chez la majorité de mes clients. Tu sais, j'en ai qui sont, mettons, sont diabétiques ou ils ont un problème au niveau cardiaque, ils en guériront pas. Ils vont garder cette condition de santé-là toute la vie, mais on peut améliorer la gestion de cette maladie-là. Tu sais, si tu es capable de fonctionner, tu es capable de vivre ta vie tous les jours, tu es capable de faire toutes les activités que tu veux, profiter de ta vie au maximum, ben pour moi, c'est ça, être en santé. Tu sais, que t'aies une maladie, une blessure ou peu importe, si tu es capable d'avoir une belle qualité de vie, je pense que c'est ça l'important, mais cette qualité de vie-là, il faut être capable de la garder sur le long terme. Autant au niveau physique, je sais pas si on entend mon chien, on vient de l'entendre. Ça m'a déconcentré. Mais c'est ça. Tout ce qui est santé physique, mais aussi cognitive, santé mentale, là, je pense que si on réussit à avoir une bonne qualité de vie, pour moi, on est en santé. Là. S'il y a des auditeurs et des auditrices qui veulent te suivre sur les médias sociaux ou te contacter, comment ils peuvent te trouver? Ils peuvent aller sur mon site web, fait que www.lakinclinique.com, fait que tout collé, kin, K-I-N. Fait que mon site web, il y a mon adresse courriel, vous pouvez m'envoyer un message personnalisé si vous voulez une offre de service ou vous avez des questions, peu importe. Sinon, sur Instagram, je suis quand même assez active puis je réponds beaucoup là, aux commentaires, aux messages que les gens m'envoient, je réponds assez rapidement. C'est la.kin.clinique. Fait que sûrement que tu vas pouvoir le mettre en description, mais c'est pas mal les meilleurs moyens là, de me rejoindre si vous avez des questions, si vous voulez prendre rendez-vous ou si vous voulez organiser une conférence ou peu importe. Là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi au cours des prochaines semaines? On est au milieu de l'été, là, mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je suis en vacances. Ce qui s'en vient, c'est en ce moment, j'essaie de profiter de mes vacances, première chose. Mais au retour de vacances, j'ai une conférence avec des oncologues pour parler des bienfaits de l'activité physique chez cette clientèle-là, mais aussi mon idée derrière cette conférence-là, puis j'en ai d'autres qui sont prévues à l'hiver 2026, c'est de leur donner des outils pour donner des recommandations concrètement à leurs patients pendant leur consultation. C'est des petites recommandations vraiment rapides qu'ils peuvent donner, qui peuvent avoir une différence. Parce que, tu sais, ils se mettront pas à faire une consultation en kinésiologie, là, soyons honnêtes, ils n'ont pas le temps, puis ils ont tellement de choses à parler, tellement de choses à gérer, à un moment donné, on peut pas tout faire. Mais étant donné qu'ils voient tous les patients, pour moi que j'en vois pas beaucoup, ben, tu sais, au moins, s'ils peuvent donner quelques petites recommandations à la va-vite, ça peut déjà faire une belle différence. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Puis après ça, ben là, c'est un genre de scoop. Là. Moi, dans un monde idéal, j'aurais voulu sortir ça à l'automne 2025, mais réalistement, ça n'arrivera pas parce que j'ai vraiment manqué de temps. Mais j'aimerais ça offrir des formations pour les professionnels de la santé pour ce qui est mon expertise, là, l'exercice en tout ce qui est santé chronique, début 2026. Là. Fait que dans ce coin-là, ça devrait sortir. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez me suivre sur les réseaux. Je devrais en parler fin 2025, là. Mais allez vous abonner pour savoir quand ça va sortir. Exactement, mais c'est ça, là. Faut que je m'y mette. Là. J'essaie de créer du temps dans mon horaire. L'économie 101. Scarcity. Ouais, non, c'est ça, là, parce que, écoute, la vie d'entrepreneur, hein, on manque jamais de travail. Exact. Caroline, un gros merci d'avoir été là. Ben, ça fait vraiment plaisir. Je suis super contente que tu aies accepté de discuter avec moi. Puis tes questions étaient super, super intéressantes. C'est le fun de parler avec quelqu'un qui connaissait pas ça pantoute, dans le fond. Là. Fait que moi, j'adore ça. Zéro puis une barre. Puis je suis tellement content
de l'épisode. On se dit à la prochaine. Oui, bonne journée. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt.